Durant le début des années 2000, l'État algérien œuvrait pour un programme de développement des régions du Sud, en mettant en place un fonds spécial à raison d'1% de la fiscalité pétrolière. Les programmes éligibles au financement proposaient pour la première fois une enveloppe de 100 millions de dinars pour l'ex-Sour de la wilaya de Béchar. Il s'agissait de Taghi, Knassa et Beni Abbès, classés en site et monument national historique et naturel en 1997. Les actions proposées étaient de l'ordre de la restauration et de la réhabilitation. Il nous paraît indispensable de parcourir des notions clés pour jalonner notre approche et voir de près le comportement de cette opération par rapport aux réalités, aux procédures, aux notions de système et d'écosystème oasien ainsi que le patrimoine dans le ou les mouvements des idées dans le monde sur le sujet. Le système oasien, qui, dans sa plus simple expression, est composé de 3 éléments qui interagissent en permanence. Il s'agit de l'homme, l'eau et le palmier dans un site. L'interaction de ces 3 composants produisent l'oasis, la palmeraie et l'habitat. Les composants du système oasien, avec leurs interactions dans un site, produisent l'habitat, la palmeraie et donc l'oasis. Cela dit, selon Daniel Dubost, il y a des conditions d'émergence liées au site et à la situation qui influent sur l'oasis. Aussi, les facteurs de diversité comme la mobilisation et la gestion de l'eau, le type d'agriculture et l'organisation sociale correspondante, ont aussi leurs effets sur l'espace oasis. La notion de patrimoine est le mouvement des idées, dans le monde entre théorie, pratique et expertise. Nous aborderons, ici, les différentes approches de la notion de patrimoine, entre professionnels, universitaires académiques notamment en Europe, et le pragmatisme des anglo-saxons. Ayant comme soubassement la Renaissance en Europe, et la pensée moderne visant à investir beaucoup plus le côté objectif et palpable, son but était de définir un champ épistémologique de cette notion. Une démarche ethnocentrique et ethnocentrée, se focalisant sur l'œuvre des créatures et non du créateur, caractérisée par une attitude prescriptive, qui a du mal à se frayer un chemin dans les sciences, en raison de sa polysémie, des interdisciplines dont elle fait l'objet, et les conflits épistémologiques, qui animent la majorité de la connaissance académique universitaire. Confrontée aux révolutions industrielles et culturelles, avec l'impact des progrès technologiques et médiatiques, l'approche académique peine à se maintenir dans une culture, provoquée par les bouleversements d'environnement et d'échelle, ayant un impact inéluctable sur leur corpus. Ce qui induit une attitude de survie, celle de préserver les valeurs gnoséologiques et artistiques porteuses, ayant un caractère de monument, et là nous sommes en plein subjectif. Françoise Choët, elle-même, après avoir mené un travail épistémologique appréciable, durant 30 ans, à partir des années 60-70, lors de sa conférence à Marrakech en octobre 2004, fait une confidence introductive. Un aveu qui s'apparente plus à un mea culpa, une remise en cause majeure ou une prise de conscience, de la limite d'une démarche, académique, qu'elle qualifie, elle-même de situation aporétique. C'est dire que l'approche académique, éprouve des difficultés avec l'ouverture vers d'autres cultures. L'UNESCO et l'ICOMOS, à l'aide de leurs conventions générales et chartes, ont manifesté une prudence dans la démarche, loin d'être prescriptive, elle s'ouvre en fonction du besoin en élargissant le cercle des concernés. Entre acteurs et bénéficiaires du patrimoine, ce cercle s'élargit davantage, avec une démarche processuelle et consensuelle. Une dizaine de chartes et de conventions successives, partant du patrimoine bâti comme monument historique, qui ne concerne que les techniciens spécialistes, en 1931, jusqu'au patrimoine culturel immatériel en 2003. Ceci dit, en passant par un travail sur les concepts, sur la participation la plus large d'acteurs et de bénéficiaires, et une ouverture successive aux autres disciplines et domaines, tels que le tourisme, l'environnement et la culture. Qualité primaire versus qualité secondaire, disait Isabelle Stanguis dans son article Faire avec Gaïa. La vision anglo-saxonne sur le patrimoine, diffère de celle en Europe et de l'académisme en général, caractérisée par une approche qui interagit avec la complexité du sujet, en mettant au point une grille d'évaluation qualitative, afin de cerner les tenants et aboutissants de l'objet patrimoine en question. L'approche pragmatique anglo-saxonne, repose sur la construction patrimoniale, avec une attitude consensuelle. Elle vise à soulever tout aspect gravitant autour de la question. L'éligibilité au rang de patrimoine, les groupes de pression, la proximité des propriétaires, l'avis des différents experts, les aspects symboliques, nationaux et autres. Selon Luc Knopen, professeur expert, historien d'architecture, directeur de l'Institut du patrimoine à l'UQAM, le patrimoine n'est pas une donnée objective, c'est une construction sociale qui valorise, donne une notoriété ou sacralise, un lieu, un site, un édifice pour des motifs identitaires qui relèvent de l'idée de nation, de la ou les mémoires collectives, lieu d'ancrage, de l'appartenance à un milieu.
Je vous propose un voyage virtuel, vous permettant de percevoir, même le temps d'une séquence furtive, les valeurs d'un lieu, d'un site, d'un écosystème oasien. Territ, cette oasis située au sud-ouest de l'Algérie, dans la vallée de la Sahara. Son espace territorial se compose de 3 ensembles, différents du point de vue morphologie naturelle. Ils sont omniprésents et structurant le territoire. La Hamada du Guir, l'Ergue occidentale, et une dépression qui traverse longitudinalement cet ensemble en séparant le Rig de l'Ergue. Pour celui qui vient de Béchar, après avoir parcouru près d'une centaine de kilomètres, au milieu d'une Hamada, hostile et monotone, l'arrivée à Territ est saisissante. Avant de parvenir au col qui commande la descente sur la vallée, rien ne laisse deviner le brusque changement qui va survenir dans le paysage. Fasciné et séduit devant de si grands espaces où réside une partie de nous-mêmes. Nous avons assisté au défilé de l'histoire. Nous avons cherché à sublimer la matière. Nous avons laissé nos traces sur le roc. Avec nos mains, nous avons pris un peu de boue pour en faire un poème. Nous avons échappé à l'érosion du temps. Nous avons célébré le monde. Avec ses mers ondoyantes et vertes. Avec ses océans de lumière. Nous en avons ressenti lumière sur lumière. Nous avons conquis, parfois nous avons subi et d'autres, nous nous sommes adaptés à des lieux où s'alternent douceur et hostilité. Tel a été notre passage. Nous avons traduit nos souffrances, nos besoins, nos valeurs, nos rêves, nos désirs et passions. Nous les avons soigneusement transmis de génération en génération. Nous avons laissé une image à nos enfants. Celle d'une lutte. Une lutte avec la nature, pour un meilleur être. Il s'agit là, d'un grand livre où réside un fragment de l'humain, de l'humanité. À la quête de soi. Voilà ce que disent tous ceux qui l'ont vécu. C'est un pèlerinage. Un pèlerinage aux sources de notre humus. Hamid Dougouetfel, enseignant à l'EPO, témoigne sur ces valeurs en disant « Espace de refuge, espace austère, espace de l'essentiel où le superflu et l'inutile sont balayés, ainsi que les fausses réponses et l'artifice. Surtout les fausses réponses, car elles sont mortelles, le désert ne laisse pas de place à l'équivoque. Dans ce sens, aller au désert, c'est aller à l'essentiel de ce qui constitue l'habitat humain, au niveau de son architecture et de son urbanisme. Ce que nous trouvons dans l'espace xhourien, c'est un code opératoire, très élaboré. Les oasis de la Sahara, du Gourara et du Touat, étaient situées sur les voies de communication transsahariennes, qui structuraient le territoire. La superposition et les pratiques de ces voies, commerciales comme les pistes caravanières, ou bien les parcours des confréries religieuses, ont induit des échanges des biens et des idées, ayant caractérisé les oasis sahariennes. En général, les valeurs de l'espace xhourien produisent une espèce de fascination. De la séduction du simple touriste à l'intérêt passionné de l'anthropologue. De la quête de l'historien, à l'enquête du géographe arpentant les espaces solitaires de l'ergue occidentale.
des investigations du sociologue, qui scrute une société pétrie par l'eau et le sable, à l'architecte perplexe, devant l'harmonie d'un habitat, ocre sorti de terre. L'unanimité sur les valeurs, et la nécessité de les protéger ne souffre pas, en apparence d'exception, sauf celle d'un comportement paradoxal de la population, lié à l'appropriation de ces valeurs, qui méritent d'être observées. Taghi peine à trouver un consensus entre différents types de valeurs qui coexistent. Leurs appropriations par les différents acteurs de la société, mènent à des conflits d'intérêts et d'objectifs, qui tendent à neutraliser les actions des uns et des autres, du moment qu'un certain nombre de questions n'ont pas été abordées d'une manière réfléchie, laissant place à l'émotion pour traiter des problèmes aussi importants que la construction patrimoniale, et le rapport entre l'individu, le groupe et l'intérêt collectif. Entre valeurs, existantes ou potentielles, réelles ou attribuées, naturelles ou bâties, culturelles ou cultuelles, sociales ou mémoire collective, historique ou symbolique. La construction patrimoniale peine à attribuer, ou à mesurer, la valeur d'un objet, d'un ensemble, d'un site, d'un lieu ou d'une pratique. Dans ce contexte, il serait pertinent d'observer les motivations, comportements et stratégies des différents intervenants, afin d'identifier les aspects, objets de synergie ou de conflit, ayant un impact sur ce qui est considéré comme patrimoine, sur son devenir, et surtout sur son appropriation. Nous allons jalonner les différentes actions dans le temps, ayant un impact sur le patrimoine en question. D'abord, il y a eu des investigations universitaires, qui se sont ouvertes vers les autorités locales, pour les sensibiliser sur l'importance d'agir ensemble, pour une meilleure prise en charge de cette question complexe. 1992, un séminaire international itinérant est organisé, ayant pour thème « Espace xhourien et architecture de terre ». Plus d'une centaine de personnes, entre universitaires, chercheurs, professionnels et gestionnaires, issus de structures et d'institutions différentes, étaient conviés pour faire le point sur ce patrimoine riche et diversifié, et surtout de réfléchir sur les stratégies à adopter, dans le cadre de la protection de cet héritage multiple. Chacun des participants, quelle que soit sa position, universitaire, chercheur, citoyen, élu, artiste, écrivain, responsable administratif, ou dirigeant d'une entreprise, à toutes les échelles, semblait convaincu que nos difficultés en la matière, procédaient de celle à penser la diversité. Et là, des recommandations ont été prises, pour encourager la société civile à s'organiser, et à être le vecteur des efforts, revalorisant l'espace xhourien et ses valeurs multiples. Vu l'originalité de la démarche, une visite officielle du ministre de la Culture et de la Communication, dans la wilaya de Béchar, donnait son aval politique, pour le classement des xhours de Kenatsa, Taghi et Beni Abbès, comme monument national historique et naturel. Une décision, motivée par la volonté des différents intervenants, à travailler et à œuvrer dans le même sens. C'est dire l'importance de cumuler toute énergie, œuvrant dans un sens commun, consensuel, était dès lors, une préoccupation largement partagée. 1997. La société civile à l'aide de ses associations a mené une double tâche. La vulgarisation et la sensibilisation tout azimut, pour que les valeurs de l'espace xhourien soient un centre d'intérêt. La capitalisation des documents produits par les travaux universitaires, avec une synthèse qui leur a permis d'élaborer le dossier technique éligible au classement, en tant que monument national historique et naturel. Cependant, si le classement a entraîné une satisfaction presque générale, la population de Taghi ne semblait plus partager cet enthousiasme, du fait qu'elle s'attendait à un geste de l'État pour l'amélioration de son cadre de vie. Ainsi, elle affronta une situation nouvelle et restrictive. La réglementation ne permet pas une indemnité particulière, ni de projet sans l'avis du ministère concerné. Le classement a compliqué davantage la situation, du moment que les autorités locales aussi ont droit de regard sur tout ce qui se fait dans le Xar. Une fois encore, la volonté d'aller de l'avant, et de mettre à plat les problèmes induits par une telle situation, a permis à l'ensemble des partenaires, entre autorités locales, centrales et sociétés civiles, de travailler ensemble pour observer le phénomène, et trouver des alternatives possibles. Ce qui est non négligeable, est le fait qu'un processus de prise de conscience, sur certains aspects complexes, liés à la construction patrimoniale, ait été amorcé et avait permis à l'ensemble, d'affiner leur façon de voir et surtout, d'être au diapason des changements, que le monde avait connus durant cette période. Les jalons d'une stratégie nouvelle, ont été mis en place par le gouvernement pour préserver les ressources naturelles, eau, sol et biodiversité, le développement durable,
les équilibres naturels essentiels, les ressources patrimoniales et les sites exceptionnels, historiques et archéologiques, qui répondent à l'attente du citoyen, notamment en matière de cadre de vie et de valorisation touristique. La nouvelle façon de voir et de mener ces projets impose une nouvelle façon d'agir, et des procédures adaptées. Conscient de cela, le gouvernement, en définissant les objectifs et en traçant le cadre dans lequel ces opérations devaient se faire, comptait sur l'apport et la synergie que l'ensemble des partenaires avaient manifesté jusque-là, dans ce domaine. En fait, des conditions ont été aménagées pour que la motivation et les savoir-faire réémergent. Les maîtres artisans issus du XAR, bénéficiaires de chantiers de réhabilitation, s'engageaient à employer des jeunes chômeurs, à former les jeunes artisans et à les accompagner dans l'acte de réhabilité, sous l'assistance vigilante et éclairée du comité des sages, et sa capacité à modérer les conflits internes. La société civile veillait au bon déroulement du processus, et le bureau d'études, à l'aspect technique et réglementaire, contractuel. Vu l'originalité de la démarche, et l'enthousiasme manifesté par les différents acteurs, le ministre délégué à la relance économique donna, en personne, le coup d'envoi de cette mesure prioritaire et incitative, à Taguit en octobre 2001, lors de sa visite d'évaluation des projets qu'il dirigeait. Il n'est pas exagéré dans ce cas-là, de dire, de réhabiliter c'est restaurer l'estime. Ce fut, apparemment, un couronnement d'efforts, allant dans le même sens, durant une décennie, résistant à la crise politique de 1992, au mouvement des responsables locaux, élus et désignés, et aux gouvernements successifs de cette période. Un couronnement, qui allait être dans le sens d'un développement, intégré et durable, du moment qu'il faisait consensus. Plus encore, une expérience à démultiplier, qui pouvait apporter un jalon pour le cadre légal, susceptible d'accompagner la réhabilitation. Mais, l'échec était là. L'attente prévisible. Programmée ou pas. Cette mise en échec, a mis en porte-à-faux, une construction patrimoniale qui avait duré 10 années. Le retour des conservateurs a engendré la méfiance, la démobilisation et le climat de suspicion, autant d'indicateurs de mise en échec programmés, au profit d'un comportement unilatéral et volontariste, faisant d'un succès avéré, un mort-né. Un bras de fer s'engagea entre les intervenants, mais vite contenu, éloignant les partisans de l'action intégrée, les laissant face à leurs engagements. Je finirai par emprunter une expression, si chère à feu Aboubacar Belkaïd, ministre de la Culture et de la Communication, 1992, je cite. Les batailles que l'on perd, ce sont celles que l'on n'engage pas.